Le livre de condoléances ouvert à l'hôtel de ville de Kinshasa est déjà fermé depuis 15 heures de ce vendredi, mais avant, quelques personnalités avaient couché les mots aimables sphinx de Limete. Découvrons ses écrits à travers ce reportage d'Elisette Mujinga. Il y a des héros qui sont sortis de l'ombre. Patrice Emery Lumumba, nous est Laurent Désiré Kabila et aujourd'hui, Etienne Tshisekedi Lumumba. Je salue son intransigeance exigeante pour la redémocratisation de la République démocratique du Congo. Ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, députés et sénateurs, tous les officiels étaient là pour signer les livres de condoléances de la mort d'Étienne Tshisekedi Lumumba. C'est lui-là même qui a combattu 37 ans durant pour l'avènement de la démocratie contre le système dictatorial. Nous avons eu la chance de le côtoyer déjà comme étudiant lorsque l'UDPS était encore clandestine. On partait de l'université de Kinshasa en clandestin pour suivre les enseignements idéologiques de sa part et de tous ceux qui l'entouraient. Je retiens la constance et la noblesse de son combat politique. C'est cette lutte-là qui a fait reculer la peur face au pouvoir dictatorial. C'est une grande perte de notre pays. C'est un homme courageux, brave, intelligent. De cet homme, il y a lieu de retenir un sens trop élevé du nationalisme et du patriotisme. Et cela constitue à ce jour un repère pour toute une nation et particulièrement pour mon parti, le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. J'ai entendu parler de son histoire, j'ai vu les endroits où il a été incarcéré, j'ai eu encore la grâce d'aller travailler en ancienne Moujimaï. Je garde en lui, comme j'ai mis dans mon mot, c'est un baobab. Malheureusement, mais j'ai tant lu sur ses œuvres, ses aspirations pour le progrès et la stabilité dans ce pays que nous aimons beaucoup. Donc je suis venu rendre hommage à cette figure de l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est presque toutes les couches sociales du pays qui ont rendu hommage à Étienne Tshisekedi, dont ce nombre important figure la veuve de l'ancien Premier ministre Mulumba Lukoji, ancien compagnon d'Étienne Tshisekedi. Suivez. Tshisekedi Mulumba est un grand personnage de la scène politique congolaise. Je l'ai connu d'assez près, je ne peux pas dire de trop près, parce que c'était une figure de proue de la lutte politique contre la dictature et contre tous les méfaits qui se peuvent présenter dans ce pays. Tshisekedi Mulumba a été au front de la lutte pour l'instauration de la démocratie. Il est parmi les 13 parlementaires qui ont les premiers osé affronter le président Mobutu pour demander que le régime puisse être démocratisé. Il a formé un grand parti à l'époque où vraiment il n'y avait que les impairs. C'est lui qui a commencé à mettre en doute les principes et les actions du impair pour prôner l'avènement d'une politique démocratique. On prend le Sénat, une séance de travail a regroupé ce vendredi le bureau provisoire avec une délégation du Fonds monétaire international dans le cadre de la relance des consultations avec cette institution monétaire. Bertin Ekofoï Saoso pour le reportage. La République démocratique du Congo en concertation avec le Fonds monétaire international. C'est dans ce cadre qu'une délégation du FMI est venue faire l'évaluation de la situation macroéconomique du pays. Les membres de cette délégation ont eu une séance de travail ce vendredi avec le bureau provisoire du Sénat, conduit par son président Léon Mamboléo, bureau élargi à quelques sénateurs. Une évaluation de la situation économique du pays et au titre de la consultation de l'article 4. Comme vous le savez, c'est une évaluation exhaustive des politiques macroéconomiques et des réformes structurelles
Et pour cette raison, il est important pour nous d'avoir des réunions avec les différents secteurs. Pour le chef de la délégation, Mauricio Villapuerte, la situation globale est satisfaisante depuis 2007, mais il existe encore des défis à relever. Nous avons noté que depuis 2007, il y a eu des politiques prudentes, budgétaires et monétaires qui ont aidé le pays de faire face à des chocs importants d'extérieur. Alors l'inflation, les taux de change, les finances publiques sont maîtrisées, contrôlées. La situation macroéconomique est stable maintenant. Et le défi pour le futur, c'est de comment atteindre une croissance plus forte et inclusive. C'est le principal défi. Et comme le Fonds monétaire, notre spécialité, c'est la gestion macroéconomique et comment formuler des recommandations pour améliorer la gestion dans les divers sujets. Le ministre sortant des hydrocarbures a séjourné dans la province du Haut-Katanga, plus précisément à Kasumbalesa, à la frontière entre la RDC et la Zambie. Sur place, John Mwankwet a visité la société FTL, sans reporter signé Georges Frédéric Nzibou. Le ministre intérimaire des hydrocarbures, John Mwankwet, qu'accompagnait le représentant de la société FTL Pipeline, a effectué une visite à Kasumbalesa, à Lubumbashi, plus précisément dans la province du Haut-Katanga. John Mwankwet est allé se rendre compte du système de fonctionnement de la logistique des transports et d'approvisionnement des produits pétroliers qui passent à Kasumbalesa, à la frontière entre la RDC et la Zambie. Sur place, il a reçu des explications claires et précises des flux des camions, des produits pétroliers qui, de fois, causent de risques d'incendie lorsqu'ils sont garés avec d'autres produits ou marchandises. Cette question préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République par le biais de la Société nationale des hydrocarbures, Sonaïdroc, qui travaille en partenariat avec la société FTL intéressée par ce projet qui compte apporter son expertise dans la construction des pipelines pour pallier à cette situation. Ces projets dont la Sonaïdroc est majoritaire permettra le contrôle avec le marquage moléculaire des produits pétroliers en vue de lutter contre la fraude fiscale. L'un des avantages que présente ce projet est que le contrôle sera effectué par l'OCC et le service de la douane. Le projet qui nous a été soumis par FTL, étant donné que ce projet c'est pour un pipeline ici à Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi, jusqu'à Likasi même. Et ce projet va faire en sorte que on puisse avoir un gain dans le temps pour les remorques qui viennent ici, les gros camions. Et puis il va y avoir un gain aussi dans la mesure où ça va créer de l'emploi. Parce que là-dedans, il y a la Sonaïdroc, qui est notre société nationale, qui va avoir une part importante si jamais le projet était validé. Ce projet FTL Sonaïdroc va améliorer le système de la qualité, la fiscalité et va avoir l'impact sur l'uniformisation du prix dans un partenariat qui place la Sonaïdroc majoritaire. Vous le savez, quelques enseignants de la province de Mai-Ndombe ont perdu la vie alors qu'ils s'est déplacés pour toucher leur salaire. Face à cette situation, le comité de suivi de la paie des fonctionnaires et agents de l'État a décidé de confier la paie des enseignants de cette province à une institution financière catholique et toutes les banques impliquées dans la paie de proximité doivent ouvrir des succursales ou des guichets pour assurer la paie de proximité. Eugénie Dadachabani. Frais d'une embarcation à Inongo causant le décès d'une centaine d'enseignants qui allaient toucher leur salaire à l'autre rive du lac Mai-Ndombe n'a pas laissé indifférent les comités de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Le président du dit comité, Jean-Louis Kaembe, a tenu une réunion urgente avec tous les intervenants dans cette paie de proximité dans cette partie de la République démocratique du Congo. On prit part à cette réunion les délégués de l'Association congolaise des banques, ceux des CECOPE et des syndicats des enseignants.
Il était question d'examiner la situation et de trouver des solutions idoines pour améliorer la paix des proximités dans les zones d'accès difficiles. Après cette réunion, quelques mesures urgentes étaient prises. Nos condoléances aux familles des enseignants qui ont perdu la vie lors de cet incident. Nous avons carrément décidé, au regard de tout ce qui avait été avancé comme argument, de retirer cette paye à la TMB et de la confier à l'IFOD. Et ensuite de demander à la TMB, à toutes les autres banques qui sont en train de payer à Inongo, dans un bref délai, de mettre tout en œuvre pour implanter à Inongo des guichets avancés de paye. Le CECOP s'est dit très satisfait. Le CECOP est totalement satisfait des dispositions qui viennent d'être prises. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Les droits des sociétés en droit WADA, une matière expliquée en profondeur aux jeunes avocats de barreau de la RDC réunis au sein de l'AJAC. D'autres précisions dans ce commentaire de Cédric Kenina. Le droit des sociétés en droit WADA, un sujet complexe qui nécessite une approche pédagogique pour une meilleure compréhension des praticiens. Au cours de cette formation, la toute première initiée par les jeunes avocats de barreau de la RDC, justement, précision détail pour ces jeunes avocats qui fréquentent le prétoire, 4 thématiques ont été abordées par un expert en droit WADA, Stéphane Mortier. Des connaissances qui vont permettre à ces jeunes toges noirs de jouer un rôle essentiel dans la procédure de conseil et renseignement à l'intention d'éventuels investisseurs. Notre objectif, c'est que les jeunes avocats soient à la hauteur de pouvoir se défendre et de pouvoir défendre aussi les intérêts de ses clients par rapport au droit WADA. Le droit WADA, c'est un droit nouveau, c'est vrai. Nous avons adhéré au droit WADA depuis 2012. Mais il faut que vous puissiez le savoir que ce droit n'a pas été enseigné à l'université et beaucoup d'avocats ne maîtrisent pas les droits WADA. Et dans la plupart des cas, nous sommes en train de nous former dans la pratique. Voilà pourquoi nous privilégions le renforcement des capacités pour mettre au point les jeunes avocats. Outre ces aspects importants de cette formation, ces renseignements et conseils en amont vont concourir aussi à poser les jalons dans la création des entreprises qui riment parfaitement bien avec le droit WADA. Rebondissement au procès Germain Katanga, la haute cour militaire a reçu le rapport de la police scientifique sur les signatures du prévenu Floribert Ndabou contesté. L'expert a confirmé que ces signatures sont bel et bien l'œuvre de cet accusé. Marie Kalong était là pour le compte de la RTNC. Au cours de son audience du mercredi 29 mai 2019, la haute cour militaire a reçu le rapport d'expertise de la police scientifique et technique appelé à examiner les différentes signatures se trouvant en bas des procès-verbaux du prévenu Floribert Ndabou. Les procès-verbaux ont été établis par les officiers du ministère public, dont le major Litagoro au niveau du CPRK. François Kouna Shindani, expert en écriture manuscrite et documents, a devant la haute cour comparé les 10 signatures dont certains ont été contestées par le prévenu. Parlant de la méthodologie utilisée pour cette expertise, l'expert de la police nationale congolaise a évoqué 4 points permettant à authentifier une signature. Il est parti de la physionomie de la signature en passant par le schéma et la forme, les caractéristiques et enfin les habitudes graphiques. Dans sa conclusion, l'expert scientifique de la police nationale congolaise a déclaré que toutes les signatures analysées sont l'œuvre d'une même personne et émanant d'une seule main, celle du prévenu Floribert Ndabou. Bien avant la projection du rapport de l'expert, le Conseil de la Défense a contesté la qualité du magistrat Lita qui avait auditionné son client à Kinshasa, précisément à l'ex-prison centrale de Makala, alors qu'il appartenait à un autre réseau, celui de Kitona.
En réaction, le ministère public, organe poursuivant, a soutenu que le magistrat Lita de Kitona avait bel et bien reçu mission de l'auditorat général, celle d'interroger au CPRK le prévenu capitaine Justin Gollet et par la même occasion entendre aussi d'autres prévenus sur place cités dans l'affaire Germain Katanga en Ituri. Les actes juridiques qu'ils avaient posés à Kinshasa ne violent aucune disposition de la loi, a déclaré le ministère public. La haute cour militaire a promis de départager les deux parties par un arrêt avant dire droit qu'elle va rendre à l'audience du jeudi 6 juin 2019.